quand on fait campagne, on nous pose souvent la question, mais quelles vont être vos priorités et quelles sources d'économie vous envisagez pour la suite? Alors concernant les priorités, en fait, faut pas poser la question de manière vague et abstraite, comme si on sortait de son chapeau n'importe quoi, déconnecté de tout contexte. En fait, pour raisonner sur les priorités, il faut fixer un cap. Et aujourd'hui, quel que soit le niveau d'élection auquel on se présente, donc même au niveau modeste des élections municipales, le cap, il est connu de tout le monde, c'est répondre à la question du dérèglement climatique. Et donc, par exemple, notre proposition de rénovation énergétique des bâtiments communaux s'inscrit dans cet objectif, un exemple parmi d'autres. Et le deuxième défi auquel on est confronté partout, c'est de traiter, de résorber la précarité et la pauvreté. Et donc, quand on dit résorber la précarité et la pauvreté, ça veut dire qu'on se place dans une logique de réponse aux besoins. Et il ne faut pas voir ça de manière restrictive. Les besoins, ils sont bien sûr alimentaires dans une commune où il y a près de 3000 personnes en dessous du seuil de pauvreté, mais ils sont aussi culturels. Donc nous, notre cap, ça sera d'être simple, utile, efficace et de s'éloigner du démesuré et du clinquant qui existe aujourd'hui. Après ça, comment on peut décliner cette orientation, ce cap concrètement? Si on distingue le court terme et le moyen terme, à court terme, en ayant travaillé depuis 6 mois en interne et avec la population, quelques exemples peuvent être donnés. Il nous semble que, par exemple, étendre le réseau de transport en commun sur toute la ville est une priorité à mettre en œuvre très très rapidement, sans attendre. Que la rénovation énergétique des bâtiments, il faut la commencer tout de suite. Que les tarifs dégressifs dans les cantines pour que tous les enfants puissent y manger, c'est une mesure à mettre en œuvre rapidement. Et à plus moyen terme, eh bien, à moyen terme, il y a il y a un ensemble de projets qui ne coûtent pas aussi cher que les projets grandioses du maire actuel, mais qui coûtent un peu d'argent. Et nous, notre logique, là, c'est que dans le fond, il ne faudra pas hiérarchiser. Dans la mesure où le projet est utile, enfin où les projets sont utiles, il faut les mettre en chantier tous en même temps, puisque ça ne veut pas dire qu'on les mettra en œuvre tous très rapidement, de manière illusoire, 3 mois après notre arrivée. Mais il faut, dans la mesure où nous associerons les citoyens à ce projet, nous commencerons le travail de co-construction de ces projets immédiatement. J'en cite quelques-uns. Là, évidemment, au premier plan, la maison pluridisciplinaire de santé, parce qu'il n'y a plus que 7 médecins généralistes à Romorantin. La régie municipale agricole, parce que pour que les enfants mangent dans les cantines grâce aux tarifs dégressifs, il faut pouvoir fournir les cantines en aliments sains et de proximité. Un espace de baignade estival à l'échelle de la communauté de communes, parce que le droit aux vacances, c'est pas pour seulement des privilégiés, mais c'est pour tous. Une maison des artistes pour une grande exigence culturelle sur toute la ville. Une caisse locale d'alimentation à penser à l'échelle de la communauté de communes, parce que comme j'ai dit précédemment, le taux de pauvreté est très très important sur la commune et la communauté de communes. Et à la demande de beaucoup de clubs sportifs de Romorantin, traiter avec sérieux la question de la rénovation des gymnases et de la construction d'un nouveau gymnase absolument utile. Nous venons de voir nos priorités, maintenant les dépenses et les sources d'économie possibles. Sur cette question des économies à faire, il faut raisonner comme on peut raisonner sur la question de la fiscalité, c'est-à-dire en fait sans démagogie. Euh, donc la première chose à dire, à rappeler, c'est que évidemment un certain nombre d'investissements sont source d'économie à moyen terme et que c'est peut-être là la source d'économie la plus importante. Par exemple, investir dans une régie municipale agricole, eh ben, ça permet de baisser le coût des repas pour les enfants à moyen terme. Investir dans la rénovation énergétique, ça permet de diminuer les factures. Voilà. Donc ensuite, nous savons bien que quand, dans le cadre du débat municipal, la question des économies à faire vient sur le tapis, c'est pas à ça que font référence les candidats. Donc on ne va pas fuir le problème.
Ce à quoi ils font référence, c'est à la question des dépenses de fonctionnement. Et les économies à faire, on les pense toujours sur le plan du fonctionnement d'une municipalité. Là, il faut distinguer deux aspects. Premier aspect, c'est la question de l'emploi municipal et communautaire. Donnons quelques chiffres. À la mairie de Romorantin, c'est 400 agents, 400 emplois environ, un peu plus. Et à l'échelle de la communauté de communes, c'est 80. Donc près de 500 emplois municipaux et communautaires. Là, on a affaire en fait au premier service public, au service rendu à la population. Le premier service public auquel on ne pense pas souvent, c'est le service rendu par les agents municipaux et communautaires. Donc là, ce qu'il faut dire de manière légitime, c'est que quand on arrive au pouvoir dans une municipalité ou à l'échelle d'une communauté de communes, on commence par faire un diagnostic. C'est-à-dire, à chaque poste budgétaire, est-ce qu'un service rendu et efficace à la population est mis en œuvre, réalisé? Ce diagnostic a un deuxième aspect. Est-ce que les agents qui occupent les postes sont traités comme il convient par ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire par les élus? Concrètement, pour ce qui concerne la municipalité de Romorantin, nous pensons que le plan de formation est à revoir, qu'un certain nombre d'agents qui sont à temps partiel subis demandent à être à temps plein et que cette demande doit être comprise. Que dans certains services, des agents demandent à être plus entendus, écoutés et être impliqués dans les décisions prises. Donc, pour résumer, notre philosophie sur le sujet, ça sera des agents respectés, reconnus, écoutés pour un service public efficace rendu à la population. Et sur ce premier point, j'en profite pour préciser que nous avons parfaitement conscience, et nous l'assumons, que certaines de nos propositions vont supposer des emplois. Par exemple, la création d'un service des affaires culturelles va supposer d'embaucher une direction des affaires culturelles. Que créer une régie municipale agricole suppose d'embaucher un ou plusieurs maraîchers. Qu'un service de soutien social à domicile suppose aussi des embauches. Mais concernant le traitement de ces nouvelles embauches, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on créera des postes budgétaires supplémentaires. Ça veut dire qu'à l'occasion des départs en retraite, on examinera si des postes budgétaires ne peuvent pas être réaffectés et réorientés vers une autre destination. J'en viens au deuxième aspect de ces économies envisageables dans le fonctionnement. C'est l'aspect le plus polémique et sur lequel certains candidats s'expriment beaucoup et à notre avis de manière démagogique. Donc il s'agit de l'indemnité des élus. Donnons des chiffres. Aujourd'hui, enfin en 2025, dans le budget 2025, cette indemnité de l'ensemble des élus se montait à 221 000 euros. 50 000 euros pour le maire, 24 000 euros pour le premier adjoint, 16 000 euros pour chacun des autres adjoints. Un candidat au municipal a proposé la chose suivante, 20% d'économie sur l'ensemble des indemnités. Et il a prétendu faire le calcul que c'est que 20% de 221 000 euros multipliés par 6 ans de mandat ferait 1 million d'euros. Vous ferez le calcul, vous verrez que ça fait en fait beaucoup moins et que ça fait un quart de cette somme. Donc voilà une manière démagogique de traiter le problème. C'est donc pas comme ça que nous le traiterons, le problème. Nous le traiterons en termes d'utilité et d'efficacité de ces indemnités. Premier aspect, un candidat qui devient élu et adjoint et qui est en activité, il nous semble légitime qu'il se mette à temps partiel pour exercer efficacement son activité d'adjoint, mais alors il faut admettre que l'argent qu'il perdra dans l'exercice de sa profession devra être compensé par l'indemnité. En revanche, si une personne retraitée ayant une retraite confortable devient adjoint, évidemment, la question de la compensation ne se posera pas de la même façon. Et prenons l'exemple du maire. Le maire actuel, d'une certaine façon, est un cumulard, puisque aux 50 000 euros de son indemnité municipale annuelle, il ajoute l'indemnité en tant que président de la communauté de communes et puis diverses retraites et en raison des fonctions nationales de député, de sénateur qu'il a pu exercer. Étant tête de liste de Romo Citoyenne, pour ma part, si je deviens maire, étant retraité de l'éducation nationale, je m'engage à ne pas cumuler. C'est-à-dire mon indemnité ne sera pas de 50 000 euros, mais sera réduite aux frais
qu'entraînerait ma fonction. Donc c'est peut-être 1000 euros ou 2000 euros, quelque chose à évaluer, mais en tout cas pas 50 000. D'aucune façon, nous cumulerons. Nous avons donc fait 2 vidéos sur cette question du budget, qui est une question technique, complexe, mais qu'il faut mettre à la portée des citoyens. Nous avons d'abord montré que finalement la question pouvait être simple sous un certain angle, parce qu'il y avait des mesures démocratiques à prendre qui ne coûtent rien, mais qui ne coûtent rien et qui changent complètement l'esprit dans lequel on va traiter cette question. Ensuite, dans le fond, on a envisagé la question des recettes, c'est-à-dire la question de la fiscalité, pour laquelle il faut travailler la question de la baisse de la fiscalité à l'échelle de la commune, dans la mesure où un transfert des compétences a eu lieu à l'échelle de la communauté de communes. Et puis, toujours dans cette question recettes, on a travaillé la question des subventions accordées par l'État, subventions en forte chute. C'est pour ça que face à cela, nous serons une municipalité de combat et de résistance avec la population. Et concernant la question de la dette, c'est-à-dire de l'emprunt, il ne faut pas agiter cette question et en faire une sorte de repoussoir. L'emprunt, à condition de bien le maîtriser, est absolument utile à condition qu'il soit efficace. Et puis pour finir, nous avons traité la question des dépenses, c'est-à-dire en fait la question des priorités. Et donc pour nous, il y a des priorités de court terme et puis des projets de moyen terme. Et nous voulons être ambitieux, c'est-à-dire nous ne voulons pas faire de dépenses inutiles, mais en même temps nous voulons ne renoncer à rien. Tout ce qui est utile, sur tout ce qui est utile, on doit se mettre au travail immédiatement. Et pour la question des économies, pour finir, qui agite beaucoup le débat politique, nous sommes très fermes sur le sujet en disant fin de la démagogie. L'essentiel, aussi bien au niveau de l'emploi municipal que des indemnités des élus, c'est de raisonner en termes d'utilité et d'efficacité. Tout ce que nous venons d'aborder, vous pourrez le retrouver sur le programme qui a été distribué en janvier, bien en amont des élections. Et également, vous pourrez également le retrouver sur notre site internet. N'hésitez pas à venir le consulter. Merci pour cette vidéo et d'avoir pris le temps de visualiser cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et transmettre cette vidéo. Merci.